La sorcière mérite un ouvrage à elle toute seule, et c'est comme ça que je commencerai d'ailleurs. Depuis le début du millénaire, il y a eu de nombreuses études qui se sont concentrées dans la double perspective des études culturelles et de la critique de l'imaginaire, qui se sont donc attachées à des figures qui sont à la lisière de l'humanité, qui sont à la fois comme nous et très différentes de ce que nous croyons être. Parmi lesquels les non-morts, les zombies, les vampires, et on attend d'ailleurs aussi, Antonio, ta somme sur le diable, qui est dans la même mouvance en quelque sorte, hein, de l'intérêt porté aux figures démoniaques, aux figures étranges qui ne sont pas strictement liées au fantastique, mais qui désormais disséminent dans quantité de genres. Le magicien, le chaman, la fée, parfois conçus au demeurant comme interchangeables, sont évidemment directement liés à la sorcière dont je vais parler aujourd'hui. Ma communication ne prétend pas à l'exhaustivité, naturellement. Je voudrais simplement jeter quelques bases pour des travaux ultérieurs et soulever quelques-uns des problèmes que pose la représentation de la sorcière et de le faire bien sûr en lien avec la tératologie, cette science des monstres qui nous réunit aujourd'hui. Je partirai de l'idée que nos représentations culturelles de la sorcière sont directement dépendantes des imaginaires de la féminité, d'une part, et d'autre part de la manière dont nous concevons les périodes historiques où la dite sorcière est apparue comme un personnage majeur, et notamment évidemment le Moyen Âge. En effet, pour la plupart des lecteurs et des spectateurs, les topics de la sorcellerie et du Moyen Âge sont intimement liés, charriant quantité de lieux communs, faisant de la sorcière elle-même un stéréotype. Une femme nocturne qui vole dans les airs pour se rendre au sabbat, où elle s'adonnera à l'adoration du diable. Tantôt hideuse et tantôt belle et désirable, elle est toujours dangereuse et elle est surtout toujours un emblème de l'ignominie et de la transgression. La bande dessinée médiévaliste, qui est un genre très important de la culture pop depuis au moins le milieu des années 80, joue précisément sur les clichés qui sont attachés à la sorcière et au Moyen Âge. Et les scénaristes et les dessinateurs n'hésitent pas à forcer les traits de ces représentations, ce qui leur permet de jouer sur quantité d'oppositions binaires. La compassion contre le danger, la beauté contre la laideur, la jeunesse contre la vieillesse. Évidemment, ces oppositions se recoupent. Jeunesse et beauté, par exemple, sont souvent associées, tandis que danger et vieillesse le sont de leur côté. Nombre de bandes dessinées mettent en scène des sorcières au pouvoir si maléfique qu'il est indispensable de les éviter, voire de les fuir si on ne peut pas trouver d'autres possibilités. Dans le combat qu'il mène contre ce type de monstre, qui tient tout à la fois du devin, de la sibylle, de l'enchanteur, du chiromancien ou de nécromancien, les jeunes héros de bandes dessinées ou de séries télévisées ont grand besoin d'une aide qui, elle aussi, posséderait des pouvoirs occultes. Et la lutte de ces deux mondes surnaturels sert alors de moteur à l'intrigue, laquelle peut se développer sur un mode horrifique ou sur un registre parodique. Cette dimension parodique est justement celle qui a permis de mettre en place un nouveau registre merveilleux qui a lui-même dessiné les contours d'un ailleurs médiéval. Une utopie, en somme, où la frontière entre la sorcière et la fée est pour le moins évanescente. Il est passionnant de ce point de vue de relire un certain nombre d'albums à la lumière des cultural studies et j'y reviendrai aussi des gender studies parce que l'imaginaire de la sorcière, par exemple, est bien différent de l'imaginaire du sorcier pour lequel il faudrait d'ailleurs distinguer un certain nombre de sous-types, hein, le maléficus, le manticus, le devin, le nécromancien, etc. Tout ça n'étant pas exactement synonyme. Il conviendrait de se pencher, par exemple, sur la manière dont la mignonne Mélusine de Clark et Gilson met en avant la figure de la sorcière pour resémantiser d'autres types masculins, ceux du vampire et de la créature artificielle. Dans un genre apparemment très différent, Morgane de Simon Kansara et Stéphane Fert reprend la matière arthurienne, mais en se concentrant sur la sœur du souverain, une fée très sombre dans un cadre fantastique encore une fois, mais inverse à celui doucereux inventé par Clark et Gilson. On se trouve là plus proche des sorcières de Chabouté, dont les histoires publiées aux éditions Vent d'Ouest évoquent le Moyen-Âge tel qu'il était déjà rêvé par Michelet, atmosphère ténébreuse, campagne solitaire, sortilège, filtre et envoûtement, vieille femme jeteuse de sorts, pacte diabolique et abbé inquiétant, abbé monstrueux.
et évidemment doté d'une sexualité irrépressible et mauvaise. Ce qu'on retrouvera bien après le Moyen-Âge, je veux dire. Cet album, qui adapte à l'univers stripologique la logique du genre de la nouvelle, bande tous les ressorts de l'humour noir. Et thématiquement, il est donc très proche de la complainte des Landes perdues, et notamment du premier tome du 3e cycle de la saga, qui a été constitué autour de la sorcellerie. Mais ici, c'est sur un univers onirique qu'ouvre la lutte des sorcières se jouant dans l'ombre. Cette vaste topique était déjà présentée, mais sous un jour très singulier, par Comès dans La Belette, en 83, qui associait la sorcellerie à l'adolescence, à l'autisme, au non-dit du monde paysan ardennais et aux haines recuites qui y règnent. Ce qu'on retrouvera autour de l'inquiétante étrangeté au cœur de Foulou de Carlos Trio et Eduardo Risso, qui revivifie l'imaginaire de la sorcière en l'orientant résolument vers les thématiques de l'esclavage, de l'exotisme, du désir et du vaudou. Je me permets de vous renvoyer dans l'avenir à mon texte écrit dans lequel j'analyse mais très longuement cet exemple, et évidemment ainsi que celui de Witches de Scott Snyder et Jock, sur lequel je ne peux pas m'attarder trop longtemps ici. D'autant qu'il est indubitable qu'en parallèle avec les bandes dessinées occidentales, les mangas manhwa jouent un rôle essentiel dans la métamorphose de l'imaginaire de la sorcellerie diabolique, laquelle doit d'ailleurs beaucoup aux stéréotypes d'autres monstres, d'autres boucs émissaires bien connus des historiens, les juifs et les lépreux par exemple. De tout cela, il faut, me semble-t-il, déjà tirer quelques leçons. D'abord, contrairement aux idées reçues de la critique de source, il n'existe aucun modèle qui se transmettrait linéairement dans l'espace ou le temps. Il n'y a pas de grande lignée digne généalogie, ni d'œuvre véritablement fondatrice de quoi que ce soit, et pas non plus du monstre ou de la sorcière. C'est plutôt une sorte de dispersion syncrétique des essaimages, des réseaux, des fouillis de fils emmêlés qui expliquent l'évolution, les régressions et les métamorphoses de la sorcière. Je réfléchissais à ça en écrivant ma communication. Il est tout à fait absurde de s'imaginer une chaîne qui partirait d'un prototype gréco-latin, par exemple la Circé d'Homère, ou la Médée d'Ovide, dont il ne reste d'ailleurs que 2 vers, pour essayer de voir comment tout cela mène au complexe de la sorcière, paru en 2020 par exemple, ou comment tout cela est passé par l'étoile de Delacroix de William Blake ou d'autres. Ce dont il s'agit au contraire, c'est d'un gros chaudron culturel où se mêlent des éléments issus de traditions, de formes, d'horizons infiniment divers et qui, à force de cuire ensemble, en deviennent à peu près méconnaissables. De sorte que c'est à peine si on peut identifier ici et là la figure de la maîtresse des bêtes du tarot, la légendaire Baba Yaga qui court de la Scandinavie à la Roumanie, la Lilith du Talmud babylonien, la reine Sibylle du mythe germanique de Tannhäuser, ou la déesse, les déesses celtes qui, au Moyen-Âge, ont contribué à la mise en place de l'imagerie de la sorcière monstrueusement courbée. C'est évidemment tout cela qu'on retrouve dans des contes de la sorcière. Je pense à des contes populaires qui ont été recueillis par les frères Grimm, et vous verrez que dans le texte destiné à la publication, j'analyse en termes psychanalytiques la figure de Hansel et Gretel et de la vieille sorcière habitant la maison de pain d'épices autour de la question de la projection, de la fixation au stade oral, et aussi en lien avec ce fameux bâton fécal freudien qui amuse toujours tellement Antonio, mais qu'on trouve ici évidemment au cœur du conte, lié à une représentation monstrueuse de la féminité, et aussi lié évidemment au désir de dévoration et à l'horreur d'être dévoré. Ces positions et ces postures psychiques n'ont pourtant pas toujours eu la même valeur et la même puissance au fil de l'histoire. Certes, l'imaginaire du sabbat dans les années 1430-1440, puis la diffusion des stéréotypes de la sorcière dans le Marteau des sorcières, le traité bien connu du XVe siècle, ont mis en place les stéréotypes qui continuent d'alimenter en partie les fantasmes qu'engendre la figure de la sorcière. Cependant, ces clichés n'ont cessé de s'agglomérer à d'autres pour répondre à de nouveaux besoins, à de nouvelles inquiétudes, à de nouveaux désirs au cours du temps. C'est ainsi que les poncifs médiévaux et renaissants de la sorcière
ont été récupérés, modifiés, resémantisés depuis le 19e siècle, et pas seulement dans les arts savants comme la peinture ou la gravure, mais aussi dans les illustrés, la bande dessinée, puis sur les écrans de cinéma et de télévision. Médias qui ont, en somme, anamorphosé les figures plus anciennes de la magicienne, qui elles-mêmes reprenaient en les amalgamant des motifs très très antérieurs, des motifs sans aucune origine en réalité, puisqu'on pourrait remonter de l'Antiquité aux chamans du Néolithique, puis du Néolithique au Paléolithique supérieur, etc., et n'en jamais finir en quelque sorte. Bon, assurément, la Médée d'Ovide, celle des métamorphoses, pas celle dont il reste uniquement deux vers, a longtemps imprégné nos représentations de la sorcière en tant que celle-ci est un monstre. Et il est donc pas tout à fait inutile de suivre au fil de l'histoire ces transformations et de considérer par exemple comment la moralisation de l'œuvre ovidienne a au Moyen-Âge infléchi ces figurations ou comment le romantisme européen a perturbé l'organisation des éléments constitutifs du mythe de la sorcière comme monstre pour en inventer un nouveau, mieux à même de répondre aux préoccupations des spectateurs et spectatrices et lecteurs et lectrices du XIXe siècle. Il n'empêche que ces prétendues influences et ces supposées transmissions de modèles n'en sont pas véritablement et que tout se mêlant toujours sans cesse, il serait chimérique de penser tirer sur un fil de sorcière pour voir se démêler toute la plotte. Ainsi, rien que pour l'exemple de la manière dont les peintres ont représenté la sorcière, il conviendrait de se pencher sur la manière dont non seulement ils ont figuré Hécate, Méduse, la reine de bâton du tarot vaudou, la belle dame sans merci, Isis ou Lilith, les trois sorcières de Macbeth ou la sorcière blanche, Baba Yaga, la Wicca, etc. Mais il faudrait aussi se pencher sur la manière dont peintres, graveurs, puis ensuite auteurs de comics se sont concentrés sur des représentations du mal, du diable, qui a pu altérer ou renforcer tel ou tel thème du monstre ou de la sorcière. La critique de source est en réalité une aporie de ce point de vue-là, d'autant que toutes les références se mêlent et s'en mêlent sans distinction, art plastique, musique, opéra, enregistrement radiophonique, bande dessinée, jeux vidéo, poésie orale, mythes des contes traditionnels, cinéma, télévision, bande dessinée et cartoon, puisque les cartoons eux-mêmes abondent en figures de sorcières. Plus ou moins laides, plus ou moins vilaines, plus ou moins stéréotypées, voire plus ou moins jeunes et sexy, pourrait-on dire. Et c'est là, me semble-t-il, un point fondamental. Si la culture pop en matière de tératologie, comme dans toutes les autres, n'est en rien inférieure à la culture savante, elle n'est pas non plus coupée de cette dernière, et au fond, ce que les bandes dessinées ou les séries télévisées font de la sorcière n'est pas différent par nature de ce que Michelet, en son temps, avait fait dans la sorcière en 1862, et ce qu'avait précisément analysé Barthes entre histoire et roman, la constitution d'une mythologie historique qui présente les anciens parias comme les martyrs des partisans du progrès. Et c'est bien aussi ce à quoi correspond la sorcière comme monstre. Elle est un monstre victime de la rationalité et du progrès. Il importe, me semble-t-il, d'observer qu'un des invariants de la sorcière est justement que ces représentations oscillent entre une figure de totale hideur et de complète aliénation d'un côté, aliénation au diable, au malin, et une figure valorisée de beauté et d'émancipation. Parallèlement, les sorcières sont des monstres changeants, subtils, et tantôt elles sont laides et vieilles, tantôt jeunes et séduisantes, et même tantôt elles sont les deux à la fois, comme l'Aude de Machelouve de Bob Moran et l'empreinte du crapaud, qui est une fiction centrale, à mon avis, parue en 1968, centrale dans l'évolution du mythe de la sorcière en jolie sorcière, en jolie et glamour sorcière en quelque sorte. D'un côté, on trouverait Circé, la magicienne de l'Odyssée, de l'autre, l'affreuse nécromancienne Éricto dans la Pharsale de Lucain. D'un côté, l'épouvantable sorcière de Blanche-Neige de Disney, d'un autre côté, ces sorcières alléchantes que sont les jeunes et mamelues sœurs Halliwell de Charme, la fameuse série du passage de notre millénaire, où la sorcière apparaît représentée par des héroïnes badass qui sont érotisées, se trouvant ainsi mises au service d'une nouvelle pensée féministe fondée sur la volonté de déroger aux règles de la société patriarcale. Ce double clivage entre beauté et laideur d'une part et de l'autre entre férocité et altruisme est très important dans notre réception consciente mais aussi inconsciente de la figure de la sorcière.
Déjà, le Moyen-Âge était hanté par ce double visage de la sorcellerie féminine, prise entre les Vétoulae, les petites vieilles ambiguës et fripées, et les jolies magiciennes au charme magnétique, la sorcière se retrouvant au cœur de modalités que tout oppose apparemment, le tragique, le satirique et le drôlatique. Et c'est pour ça qu'elle est un personnage carnavalesque, et c'est aussi pour ça qu'elle est tellement souvent incarnée sur nos écrans. C'est ce mélange des tons et des genres que reprend à son compte la bande dessinée d'aujourd'hui, en se fondant justement sur une conception stéréotypée d'un Moyen-Âge fabuleux, surnaturel et peuplé de monstres. C'est cette image du Moyen-Âge finalement que détestent les médiévistes érudits de l'université, puisqu'ils préfèrent se pencher sur la diphtongaison du e bref sous l'accent ou la poésie courtoise que de s'intéresser aux monstres médiévaux qui, au fond, sont beaucoup plus intéressants, me semble-t-il. Ce Moyen-Âge est fascinant au sens où la fascination est un mélange d'attirance et de répulsion, et il est certain que la BD fut un des lieux essentiels où se réactualisa peu à peu l'imaginaire de la sorcière et où les stéréotypes attachés à cette dernière furent le plus radicalement chargés de nouveaux sens, de nouveaux enjeux conscients et inconscients. De ce point de vue, le Witches de 2014 de Scott Snyder, illustré par Jock, apparaît comme un ouvrage majeur. Je le conseille à ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas. On attend d'ailleurs très prochainement la sortie du deuxième arc narratif. De même que la sorcellerie, qui provient d'une lente métamorphose des rituels magiques proto-historiques et antiques, existait bien avant la paléochrétienté et les bûchers médiévaux et renaissants, la représentation culturelle de la sorcière associe dans les BD et dans les romans graphiques d'aujourd'hui des éléments folkloriques du mysticisme et du prophétisme féminin et des contenus littéraires amalgamés, réinterprétés, resémantisés. La sorcellerie elle-même puisant ses origines dans les diverses mythologies populaires et dans la croyance multiséculaire en l'existence des fées. C'est un des points qu'on avait abordé dans la première journée d'études et qui est cher à Antonio, je crois. C'est finalement l'adaptation du comparatisme classique, si j'ose dire, qui nous faisait étudier les liens entre des différents romans picaresques, etc. L'utilisation de cette technique à la culture pop. Et on peut tout à fait étudier la figure de la sorcière comme monstre avec les habituels processus et procédés d'esthétique de la réception, etc., d'horizon d'attente, et toute cette sorte de choses, si je puis dire. La sorcière touche à ce fantasme d'omnipotence selon lequel nos moindres pensées et désirs pourraient façonner le monde extérieur. De même que quand on regarde des films de mafieux, tout le monde rêve d'être un peu mafieux. De la même façon, en voyant des personnages de sorciers ou de sorcières, tout le monde rêve d'être un peu sorcier et sorcière pour pouvoir évidemment jeter des sorts à ses ennemis intimes. Voilà bien ce dont sont autant d'images, la magie noire ou blanche, les filtres, la voyance, le contact avec les morts et plus généralement cette fantasmagorie diabolique qui fut jadis si vivement réprimée par le feu. La fièvre démonologique qui se répandit 5 siècles durant sur l'Europe n'a jamais vraiment quitté l'Occident. Il y aurait toute une étude, et c'est ce à quoi je me livre dans mon long texte dont je vous parlais tout à l'heure, des comparaisons très intéressantes à faire de la figure de la sorcière et de son embellissement dans Maleficent, par exemple, dans la version de 1959 de Disney, puis dans les deux versions récentes de 2014 et de 2019. Il est tout à fait clair que choisir de représenter la sorcière, de faire représenter la sorcière par Angelina Jolie est un choix significatif. Tous ces mythèmes de la sorcière comme monstre ont été fixés curieusement par les autorités civiles et religieuses qui, dès les 14e et 15e siècles, ont porté leur attention aux croyances maléfiques d'abord, au sabbat ensuite, et dont la logique vaudra pour toutes les chasses aux sorcières que nous connaissons depuis lors, reniement de Dieu et de la foi chrétienne en échange de richesse et de puissance. On voit bien que la sorcière comme monstre est au cœur de Faust de ce point de vue-là, de Faust et pas seulement de Méphistophélès. Dévoration d'enfants,
vengeance en quelque sorte sur les animaux et les cultures, commerce avec les mauvais esprits, orgie sexuelle avec les démons, voire avec le diable lui-même. C'est tout cela qui sert de topic central auquel il faudrait ajouter le vol nocturne et magique, ce vieux rêve chamanique qui est essentiel au mythe de la sorcière. D'autant plus essentiel, me semble-t-il, que dans le mythe de la sorcière tel qu'il est représenté depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos écrans post et hypermodernes, d'autres démons étaient déjà représentés comme les sorcières le seront ultérieurement. Les juifs, encore une fois, et les hérétiques. Je crois que c'est intéressant aussi de constater combien la figure de la sorcière est liée à la figure de l'hérétique et comment elle se trouve resémantisée dans nos périodes de laïcisation, de sécularisation sociale. Parallèlement, le rassemblement dans des sociétés de sorciers et de sorcières frappait fortement les esprits, à l'image de ces sectes sataniques et meurtrières des fictions cinématographiques et télévisuelles d'aujourd'hui, Suspiria par exemple en 2018 pour le cinéma, ou bien le très récent Devil in Ohio sur Netflix. L'imaginaire du sabbat a gagné peu à peu l'ensemble de l'Europe et reste prégnant aujourd'hui dans la culture pop, du hard rock aux illustrations de bandes dessinées, en passant, comme je le disais à l'instant, en passant par des téléfilms qui ont joué un rôle majeur dans l'évolution de la représentation de la sorcière monstrueuse. Le sabbat est aujourd'hui représenté avant tout comme une fête sexuelle qui, plongée dans les ténèbres, est faite de copulations effrénées qui transgressent non seulement l'ordre social, mais aussi l'ordre naturel. En quelque sorte, la sorcière comme le diable, ce sont des dieux du sexe, des dieux et des déesses du sexe. On pourrait le résumer ainsi. C'est justement ce qui explique que le monde de la sorcellerie soit d'abord conçu comme une contre-église, les suppôts de Satan étant la figure même de l'ennemi de l'intérieur, de l'infiltré qui donne naissance à ce qu'on n'appelait pas encore au Moyen-Âge une théorie du complot, mais qui en était une. Ces suppôts de Satan sont parmi nous, ces sorcières sont parmi nous, organisées, décidées à trahir les bons chrétiens. En bref, l'invasion a déjà commencé et cela impose que soient urgemment inventés certains rites de conjuration et que soient dressés des bûchers. Certes, comme je le rappelais précédemment, certains éléments apparemment invariants ont une valeur anthropologique, probablement transhistorique. Il n'en reste pas moins, je l'ai dit, que l'inconscient travaille à partir d'une matière historique, idéologique, et il est certain que si les trois sœurs de Charmed renouvellent si profondément le personnage de la sorcière, c'est que le girl power est passé par là, associant depuis les années 90 féminisme et hypersexualisation, comme si un physique de rêve était un signe d'empowerment. Voilà que la sorcière a désormais un corps jeune et beau, des jambes galbées, de beaux et gros seins qui attisent les fantasmes masculins. C'est peut-être d'ailleurs le premier pouvoir des sorcières post- et hypermodernes. Toutefois, laide ou jolie, la sorcière reste un monstre, en ce qu'elle est un mélange, littéralement grotesque, un être à part entre le monde des vivants et le royaume des morts. Et de ce point de vue, elle doit être interprétée comme une sorte de chamane, mais aussi comme un double de la figure de la sainte. Vous l'aurez compris, la sorcellerie me semble proche de la divination, laquelle cependant ne tente pas de maîtriser les éléments, mais simplement de déterminer la suite des événements qui se produiront dans l'avenir. Et il existe un très large éventail de rituels de sorcellerie, de la simple conjuration du mauvais sort à la napolitaine. Les sorcières napolitaines sont celles qui, selon le modèle du syncrétisme, associent le plus d'éléments d'autrefois, tout en reprenant et en annonçant ceux qui sont développés sur nos écrans d'aujourd'hui, notamment sur la manière dont elle agit sur les animaux, les plantes et les minéraux. Et il est évident que la sorcière, ainsi liée à l'idée de nature, joue un rôle crucial dans notre hypermodernité, obsédée par la même idée de nature, par l'écopathie et l'écophobie, la peur que la nature se décline et la peur que la nature nous expulse en quelque sorte, ou se débarrasse de l'humanité. C'est sur ce point que je voudrais finir en avançant quelques hypothèses. La sorcière est à la fois chamane et prophétesse, elle est liée au sacré et entretient avec le monde de la nature un rapport très étroit.
C'est en effet fini aujourd'hui de la méchante sorcière des contes, et de même que les monstres deviennent débonnaires, du moins accessibles et intelligibles, la sorcière est aujourd'hui celle qui revendique son indépendance et cherche à transformer le monde. Elle peut même, comme les jeunes et jolies sœurs Halliwell, apparaître comme un modèle de jolie justice et de belle équité. Toutefois, elle est aussi celle qui remet en cause tout statu quo. Et en cela, elle est rapprochée de la figure du monstre. La sorcière n'est plus ce personnage qui maniait la magie, elle est devenue une femme fougueuse et non conformiste, dont la persécution est interprétée comme une mise au supplice de toutes les femmes. La sorcière malfaisante et omnipotente, dont l'imaginaire s'est construit au fil des siècles, ou plutôt des millénaires, et qui renvoyait à la terreur patriarcale née de l'idée qu'il existerait une féminité occulte et toute puissante, la sorcière malfaisante donc cède peu à peu la place à la charmante et mignonne magicienne, dont les pouvoirs surnaturels sont capables de dompter la matière pour le bien commun. Associant aujourd'hui féminisme, écologie et développement personnel, la sorcière revendique son statut et n'y va pas par quatre chemins, à l'instar de Yoko Ono. Je la cite, hein, oui, je suis une sorcière, je suis une salope, je me fous de ce que vous dites, ma voix est la mienne, ma voix dit la vérité. Mais cette récente métamorphose de la vieille et vilaine sorcière au sein qui tombe en jeune Busty Witch, accorte et charmeuse, ne doit pas faire oublier le type extrêmement ancien auquel elle correspond et qui provient des cultes de la déesse mère, des rites matriarcaux, des cultures anciennes et des mythologies de civilisation qui, en plein âge du bronze, sont bien plus proches de la logique du néolithique que l'imaginent d'aucuns qui se font une image bien polissée de l'Antiquité. On comprend que dans ce cadre, la littérature et les arts savants sont loin d'être les seuls à permettre de comprendre les implications idéologiques, politiques, psychologiques du personnage de la sorcière, qui devait jadis beaucoup aux traditions populaires primitives. Euh, Ainsi étroitement liée à la contre-culture, il n'est pas étonnant que la sorcière ait pu devenir une icône des troisième et quatrième vagues féministes. Dès les années 60, les mouvements de libération des femmes s'en emparent pour asseoir un certain nombre de revendications sociales et politiques, l'utilité de la sorcière étant qu'elle représente, qu'elle incarne des femmes persécutées en même temps qu'une féminité considérée comme dangereuse et satanique. Que son activité soit considérée comme déviante, voire monstrueuse, ou à contrario que la magie soit conçue comme une source d'émancipation et de pouvoir, la sorcière est la porte-parole des marginaux auxquels elle permet de revendiquer une juste place dans la société. C'est exactement ce qu'incarnèrent lors du Halloween de 1968 les femmes qui, déguisées en sorcières, défilèrent à New York pour protester contre ce qu'elles considéraient être une société placée sous une domination masculine dont elles cherchaient à se libérer. Le mouvement Witch était ainsi créé et allait rapidement essaimer partout aux États-Unis, de Boston à San Francisco et de Chicago à Austin. Si la sorcière a pu devenir l'emblème d'un mouvement féministe, c'est aussi parce qu'elle possède la force de refuser l'autorité, patriarcale ou religieuse, peu importe, et qu'elle préfère mourir que de se soumettre. Ce mouvement Witch se rapproche évidemment de la religion néo-païenne wiccaniste qui, en prenant de l'ampleur dans les milieux féministes, au cœur des années 60 et 70, ne consiste pas en une simple réhabilitation de la sorcière, mais conduit à un véritable culte rendu aux déesses de la féminité. Tous ces mouvements de pensée sont loin d'être confidentiels et limités au cercle étroit des campus progressistes. Ils gagnent bientôt la philosophie New Age et se répercutent dans la culture de masse, où elle explique la multiplication des films mettant en scène une sorcière qui, certes, n'est pas toujours montrée sous un jour favorable, mais indique invariablement la prégnance du personnage dans la culture populaire et l'imaginaire social des 2 décennies de la contre-culture, ces 2 décennies des années 60 et 70 dont nous dépendons aujourd'hui bien plus étroitement qu'on ne veut bien le croire. Je vous remercie.